Bonsoir mes chers téléspectateurs, mes petits chocolats vanille pralinés, bienvenue dans votre émission Gossip Choco. Donc aujourd'hui on parlera de musique, on va voyager avec de la musique avec Edna et on parlera aussi de la cyberviolence, du cyberharcèlement avec Rita. Mais avant je vais faire un petit coucou à mes deux chroniqueuses. Salut les filles, ben, Ambre, avec ton fameux afro. Ça va? Ça va et toi Jessica depuis hier? Un peu fatiguée quand même, on a été dormir tard avec cette élection de Mister Martinique. Que d'émotions. Exactement, mais sinon ça va. Et toi? Bah ça va, pareil, coucher tard, lever tôt parce que le travail la journée, mais on est là. Ça se voit un petit peu des leçons chinois. Faut pas le dire, parce qu'ils avaient pas remarqué. Et toi Chacha? Ça va, tranquillement. J'ai profité hier, j'ai dansé, j'ai chanté, ça j'ai c'est si belle Pardon, tu passais sur la TV? Quoi? Paris, je te Ah jure. bon? Mais je vous invite, chers J'ai pas téléspectateurs, vu. à regarder un petit souvenir d'hier. Hier soir, pour votre plus grand plaisir, l'équipe de Gossip Choco est allée à l'élection de Mister Martinique. Du coup, c'est vrai que ça fait 1 an déjà. Je me rappelle, j'étais là ici avec vous. Vous m'avez permis de réaliser quand même un rêve. Nos 10 candidats nous ont offert de magnifiques tableaux. Une soirée ponctuée d'interludes musicales et de spectacles de danse. Ici, le ballet Pomme Cannelle. Et puis enfin, le moment tant attendu, le défilé en maillot de bain. Petit retour au calme avec Max Telef avant le tableau final. Et à 23h, c'est le moment tant attendu. Nous allons découvrir qui succède à Rodney Cizran. Mister France Martinique. 2023, candidat numéro 7. À l'annonce du résultat, c'est une marée orange qui se précipite vers la scène pour féliciter Anthony Tabar, notre nouveau Mister France Martinique. Eh ben, nous prenons, c'était super bien. Donc, bientôt, on va recevoir, évidemment, le Mister Martinique. On pourra lui poser quelques questions sur son ressenti. Alors, parlons musique. Edna, mais je te laisse te présenter, Edna. Bonsoir, moi c'est Edna Tchabara. Voilà, je suis dans la musique depuis un petit temps. Et je suis ravie d'être là avec vous ce soir. Alors, depuis quand tu es dans la musique? Parce qu'un petit temps, c'est pas assez d'informations pour nous. Ça fait quand même depuis toute petite. Et j'ai commencé dans mon pays, au Gabon. Donc, pour l'information, je suis d'origine africaine. Chacha? Et ça fait combien de temps que vous êtes en Martinique? Ça fait 11 ans. Et est-ce que depuis le temps que vous êtes ici, vous aviez déjà commencé la chanson ou vous avez décidé de vous lancer il y a peu de temps? Alors, j'ai débuté avec un producteur qui s'appelle Laurent Leduc à l'époque. Donc, j'avais déjà sorti quelques titres. Après, j'ai eu un petit stand-by. Par la suite, là, je suis revenue avec une autre maison de production, Indamoud Records. Et justement, on est en train de travailler là-dessus pour avoir pas mal de titres à lancer à l'avenir. Et un stand-by de combien d'années? 1 an. 1 an? Et votre style musical, c'est? Alors, mon style, c'est l'R&B. Effectivement, j'ai sorti que du zouk et j'ai fait du reggae aussi. Et mon dernier titre, on va dire, c'est un afro-zouk.
Et celui qui va bientôt sortir, qui s'appelle Tiens-moi, c'est aussi un afro-zouk. Et qu'est-ce qui t'inspire justement dans ton style, dans ton art? Alors, en parlant du zouk, je me suis vraiment habituée à la culture martiniquaise, au style de musique qui est vraiment rempli de couleurs. Et donc, ça m'a beaucoup inspirée. Et comme je disais, moi, c'est l'R&B, mais la musique du zouk aujourd'hui évolue. On peut le mélanger avec de l'afrobeat, avec du dancehall. Donc, ce qui fait que ça a donné ce que je produis aujourd'hui. Donc finalement, ta musique est un peu métissée comme toi. Voilà. Et quand tu chantes, est-ce que tu chantes pour quelqu'un? Chanter pour quelqu'un, c'est difficile à dire quand on compose. Parce qu'on est souvent inspiré de ce qui se passe. En fait, je peux être inspirée de ma vie et puis rajouter quelques actions fictives, on va dire. Mais oui, je chante souvent un peu de ce qui se passe dans ma vie. Ouais, voilà, il y a quelques parties qui me concernent, mais pas la totalité. Ouais. Il t'arrive, excuse-moi, est-ce qu'il t'arrive de mélanger le zouk avec ta langue maternelle? Pas encore. Ça va venir bientôt. Moi, j'aimerais savoir avec quel artiste tu aimerais faire un feat. Alors, c'est compliqué, il y en a beaucoup. Comment? Mais celui vraiment avec qui j'ai envie de faire un feat, c'est Kalash. Pourquoi? J'aime beaucoup ce qu'il produit. Il est vraiment mélangé. Donc, je pense que j'ai quelques titres qui pourraient l'intéresser. Alors, j'invite tes spectateurs à regarder un clip, un de tes clips. Comme dans les soirées, quand on dit quoi, t'as dit quoi? Et puis on coupe la musique sur toi, tu vois. Parle-moi de ce morceau. Alors, Entre nous, c'est un titre que j'ai composé d'un seul coup. Et là, par contre, oui, ça parle quand même de mon histoire à moi. Et ouais, c'est vraiment une chanson qui parle à pas mal de personnes quand on l'écoute. Parce que, on va dire que plusieurs personnes ont vécu cette situation-là. Ce dont je raconte dans la chanson. Être ensemble, se quitter, revenir ensemble, ne pas savoir qu'est-ce qu'on veut au final. Donc voilà, cette histoire parle vraiment d'une relation compliquée qui au final s'est terminée. Est-ce que tu trouves ou est-ce que tu penses en même temps que percer en Martinique, que c'est difficile? Ça dépend ce qu'on propose. Ce qu'on veut donner au public, ça dépend vraiment. Parce que du jour au lendemain, on peut produire un bon titre qui nous balance et puis voilà. Quel conseil tu voudrais donner aux jeunes qui veulent se lancer justement dans la musique, dans la chanson, la composition? C'est vrai que c'est très difficile. C'est très très difficile déjà de se faire bien encadrer et puis de persévérer, vraiment, de ne pas lâcher, même si c'est difficile et que souvent il y a beaucoup de bas. Mais quand on persévère, on a un résultat à la fin. Tu attends quoi de la musique? Alors déjà, la musique, c'est ma passion. C'est quelque chose que j'aime énormément. Donc j'ai envie de partager du plaisir aux gens quand ils m'écoutent, dans mes paroles, les bercer, sentir qu'ils ne sont pas seuls à vivre certaines situations. Et vraiment, demain, si ça fonctionne, ça me ferait du bien de me rendre compte que ouais, j'ai réussi à faire ce que je veux. Voilà, chanter pour les autres, pour moi. Est-ce que tu peux nous chanter, excuse-moi Cha, un refrain de ce que tu veux? Je peux vous faire Tiens-moi. Oui. Qui est mon prochain titre qui sortira bientôt et qui est justement disponible sur toutes les plateformes. Ok. Donc ça dit... Moi là, tiens-moi. Moi là, tiens-moi. Moi là, serrez-moi. Fort encore. Moi là, tiens-moi. Moi là, tiens-moi. Moi là, serrez-moi. Fort encore. Eh ben, moi là. Voilà. J'ai toujours dit que les filles qui chantent du zouk,
Merci. Est-ce que vous êtes des lovers? Est-ce que ce sont des femmes romantiques? Parce que s'il fallait, par exemple, Charlène, que tu chantes une musique, ce serait quoi, toi? Du zouk? La dancehall, ce serait quoi? Du zouk. Du zouk. Tu me vois chanter de la dancehall. Pourquoi pas? Et toi, Anne? Du rock? Du rock, oui. Rita? Voilà, du compas. Du compas? Et moi, de la musique française. Parce que je me un dis, beau mix. c'est ça, parce que je me dis que la musique, c'est ça, c'est ce que tu vis, c'est ta façon d'être aussi. Une femme qui aime l'amour. Ouais, qui aime l'amour, qui aime la vie, hein, en Alors, fait. tu sais quoi, la dernière chose qui t'a fait pleurer? La dernière fois que t'as pleuré, c'était pourquoi? C'est compliqué. Je crois que je préfère garder ça pour moi. Non, chez nous, c'est quoi la chose qui t'a fait pleurer? J'ai pas dit la personne, ça peut être n'importe quoi, même un film. Bon, on va dire l'amour. L'amour. L'amour, ça fait beaucoup pleurer. C'est ça, ça Les fait hommes, rire, ça les fait femmes, donc on est très un susceptibles à ça. problème. L'amour te fait pas pleurer, Charlène? Non, l'amour ne me fait pas pleurer. T'as jamais pleuré par de amour? joie ou de tristesse? T'as jamais pleuré par amour, J'ai Charlène? déjà. Attends, quand tu rompes, tu vois, après rupture, qu'à pleurer. Mais je sais pas. J'ai. Compliqué. Je sais pas de moi à mettre dessus, pleurer par amour. Non, je sais pas si tu vois que je pleure de colère, si tu comptes ça comme pleurer par amour, Mais peut-être non, par que oui. exemple, même Mais- pleurer de bonheur, quand t'as vu ton enfant pour la première fois. Quand Bon, tu après, t'es je pense mariée, que tu as t'as pleuré, tellement- j'étais là, tu pleurais Guy, donc tu vois. J'ai pleuré, oui. Oui, mais tu dis pleurer, tout dépend, parce que pleurer par amour, ça peut être une chose. Tu dis amour, pleurer, est-ce que c'est pleurer après l'amour? Je pense que tout dépend de la manière. Oui, Tout ça dépend dépend. de la personne, du tempérament, De si l'action. elle est déjà sensible, parce Oui. qu'il y a aussi des personnes émotives, tu vois, donc ça c'est normal. Il y a de des pleurer. personnes qui ont des carapaces, Voilà. On peut pleurer aussi parce qu'on vit quelque chose de beau. d'intense. On D'intense. peut pleurer de Oui, bonheur, ça. on peut pleurer Oui, de, c'est ça. Ça, vaut mieux pleurer de de joie. tristesse. Est-ce que tu peux dire aux téléspectateurs où te suivre sur les réseaux sociaux? Alors, sur Instagram. Donne ton Insta. Instagram, c'est Edna Djabara. Sur TikTok, c'est Edna Djabara aussi, officiel. Surtout, n'hésitez pas, venez, abonnez-vous. J'ai mon prochain titre qui sort bientôt. Et le clip sera bientôt disponible la semaine prochaine. Il n'y a pas Snap? Oui, Snapchat aussi. Ok, Edna Djabara. d'accord. Mais merci beaucoup. Partout la Tu même restes chose. avec nous. Merci. Rita, mais présente-toi, Rita. Madame Rita. Eh bien, moi, je suis donc de l'Union des femmes de Martinique, hein. Rita Bonheur, bon, Rita tout simplement, ça va. Voilà, ben, c'est une association qu'on connaît un petit peu en Martinique qui s'occupe de défense des droits des femmes, qui a envie que les femmes dans notre société martiniquaise soient les égales des hommes. Donc ça veut dire des fois bousculer un petit peu les choses, ça veut dire interpeller, ça veut dire prendre part à des combats aussi, hein, des luttes, hein, pour pouvoir faire changer les choses. Donc que ce soit pour faire que cessent les violences, notamment, dont les femmes sont majoritairement victimes, que ce soit aussi pour l'égalité dans le monde du travail, que ce soit aussi tout simplement tout ce qu'on vit au quotidien. Donc je crois que chacune d'entre nous, là, vous pouvez donner des exemples de notre vie, de la façon dont on est interpellé dans la rue, quel que soit notre âge d'ailleurs, de la façon dont on nous traite, des propos qu'on nous tient, des blagues, etc. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle le sexisme au quotidien. Et c'est aussi très important parce que dans notre société, ça prend beaucoup de place et ça, quelquefois, ça nous pèse aussi, hein. Ça nous pèse et on a envie que ça change. C'est quoi la cyberviolence, Rita? Alors déjà, la cyberviolence, on en parle parce que on est en train de terminer en fait une campagne pour l'élimination des violences envers les femmes qui a lieu chaque année, qui commence vers le 20 novembre et se termine début décembre. Okay. Donc cette année, il y a un thème chaque année et cette année, c'est le thème des cyberviolences qui a été choisi. Les cyberviolences, c'est quoi? C'est toutes les violences qu'on peut exercer à travers les réseaux sociaux, à travers le numérique, à travers des techniques, on va dire, à distance, hein, que ce soit le téléphone, que ce soit Internet, que ce soit les réseaux sociaux, etc. Donc c'est tout ça, parce que les réseaux sociaux, ça peut avoir beaucoup de bonnes choses, hein, on peut y trouver beaucoup de bonnes choses, mais on peut aussi, hélas, avoir des actions, des actes qui sont malveillants
et qui s'exerce notamment beaucoup sur les femmes par le biais de tous ces biais techniques en fait. Donc c'est tout ce qu'on appelle les cyberviolences. Je dis les parce qu'il y a différentes formes effectivement, et tout l'enjeu de cette campagne c'était de parler des différentes formes de cyberviolence qui existent, parce que c'est vrai, plusieurs d'entre vous sont nés avec, les réseaux sociaux, ça fait partie de votre vie de tous les jours, mais c'est pas le cas pour tout le monde. D'abord, il y a des personnes plus âgées qui découvrent ça, et ensuite même pour les plus jeunes, il y a des choses qu'on ne soupçonne pas, qu'on fait, dont on peut être victime, et on ne sait pas comment faire finalement pour s'en prémunir. Donc voilà, c'était ça l'objectif de cette campagne, c'est ça l'objectif de cette campagne cette année. Et les images qu'on est en train de voir là, c'est une expo que nous avons réalisée à l'Union des femmes de Martinique, et qui circule, qui expose justement les différents types de cyberviolence avec des exemples concrets. Et ces exemples, ce sont des exemples qui ont été tirés de témoignages de femmes que nous recevons à notre espace d'écoute. Par exemple, je donne un exemple de cybercontrôle. Eh bien, peut-être que certaines d'entre vous connaissent, quand ton partenaire te dit, oui, mais bon, quand tu sors, tu dois me faire des photos de là où tu es. Il faut que la photo soit géolocalisée et il faut qu'il y ait dessus la date et l'heure. Partout où tu vas, il faut que tu me dises, où tu vas, tu as fait la photo, tu étais à tel endroit, non, montre-moi la photo, il faut que j'ai la géolocalisation et il faut que j'ai l'heure. Par exemple, quand une femme reçoit 60 SMS par jour, pour lui dire tu étais où, alors ça commence oui je t'aime machin, mais après quand elle ne répond pas ça finit par des injures et tout, je vais te faire la peau, je le dis en français. Bien sûr. Je le dis en français, mais ça c'est du cyberharcèlement par exemple. Il y a les cyber violences administratives, quand une femme nous dit moi je suis allée sur mon compte Pôle emploi et j'ai vu que c'était marqué que j'avais trouvé un emploi, donc que je n'avais plus droit à mes prestations. Parce que l'auteur de violence est allé à trafiquer son compte et il a mis, pour qu'elle ne reçoive plus d'argent et qu'elle soit plus dépendante de lui, donc il a trafiqué son compte, il a pris ses mots de passe et il a mis qu'en fait elle avait trouvé du travail, donc elle n'avait plus droit à des prestations, ou bien à la CAF par exemple. Donc tout ça c'est des exemples. Oui, mon époux, je vous cite un autre exemple qu'on a dans notre cybercontrôle. Mon époux me prête sa voiture parce que je lui ai demandé pour faire des démarches, je n'ai pas de voiture, mais il a posé un traceur sur la voiture. Et il m'a dit que si j'enlève le traceur, il ne va plus me prêter la voiture. Or, j'ai besoin de la voiture parce que pour obtenir mon indépendance financière, j'ai des démarches à aller faire, etc. Donc, je fais comment ? Ça, c'est pour les hommes qui veulent que les femmes restent dépendantes d'eux. Oui, c'est pour les contrôler. C'est pour contrôler ce qu'elles font, pour qu'elles restent dépendantes d'eux, en fin de compte. Et puis, il y a le cybersexisme, par exemple, où là, ce sont des attaques qui peuvent se faire, ou bien j'ai fait des petites photos, on va dire, sexy, pour mon homme. À certains moments, on s'entendait bien. Il m'a demandé, ou bien il m'a forcé à faire. Donc, j'ai envoyé les photos, mais j'ai envoyé à lui. Je n'ai pas envoyé à toute la planète. Exact. Donc, voilà, il est fâché, on est fâché, il ne veut plus m'entendre parler de moi, etc. Il balance toutes les photos à tout le monde. Donc, photos qu'on va retrouver, photos que les gens vont me ramener, ah ouais, on t'a vu, machin. À mon travail, on va me dire, oh non, mais attendez, vous n'êtes pas sérieuse, là. On voit des photos de vous dénudées, comment ça va se passer avec des clients, si des clients sont au courant, etc. Donc, ça a des conséquences très lourdes et très longues sur la vie personnelle. Si je me sens épiée tout le temps, j'aurais peur d'aller sur les réseaux, j'aurais peur de sortir. On a des femmes qui nous disent, moi, je suis séparée, je vais quelque part, je dis à une copine, tiens, si on se retrouve à tel endroit, j'arrive, le gars, il est déjà là, quoi.
Il est déjà là parce qu'il a posé un truc sur mon téléphone et qu'il entend tout ce que je dis, il lit tous mes messages et tout. Et donc, voilà, je suis épiée tout le temps. Et donc, je ne suis pas libre de faire ce que je veux. Et tout ça, ça a des conséquences très importantes sur la santé des femmes, hein, la santé physique. On a des femmes qui ont des maux de ventre, qui ont des maux de tête, qui ne dorment pas, etc. C'est le stress. Ou bien la santé psychique aussi. On a des femmes qui sont dans des états dépressifs et qui, à long terme, qui ont des difficultés à s'en sortir. Hein. C'est un vrai, pour certaines, c'est un vrai stress post-traumatique aussi. Hein. Donc, voilà, on a voulu parler de toutes ces conséquences-là et ça touche toutes les femmes, pas seulement les jeunes. On pourrait se dire, les réseaux sociaux, c'est que les jeunes. Ben non, on a tous les âges. On a un téléphone, on a accès à Internet. Exactement. Voilà. Faites-vous des campagnes dans les collèges et lycées en ce moment? Alors oui, nous, à l'Union des femmes de Martinique, nous avons un pôle formation-prévention. Donc c'est vrai qu'on a un lieu d'accueil pour les femmes victimes de violences, hein, un espace d'écoute, mais on a aussi un autre pôle qui est un pôle de formation-prévention et on fait de la prévention dans les établissements scolaires, notamment les lycées et les collèges, donc sur différentes thématiques. Hein, ça peut être effectivement le consentement, par exemple. C'est quoi le consentement? Ça peut être sur les violences, ça peut être sur la prévention des cyberviolences, enfin bref, sur tous les rapports entre filles et garçons, tout simplement, ou bien l'orientation des filles, égalité entre filles et garçons. Est-ce qu'il y a des métiers de filles, des métiers de garçons? Donc oui, on fait beaucoup de formation et de prévention et on forme aussi les encadrants et encadrantes des établissements qui le souhaitent. Ça peut être des profs, ça peut être la responsable du CDI, ça peut être l'infirmière scolaire, etc. Et tous les chefs d'établissement vous accueillent facilement? Alors tous peut-être pas, mais le rectorat fait aussi une action, mais nous sommes agréés pour intervenir dans l'établissement scolaire. Donc on nous accueille ceux et celles qui le souhaitent, hein, puisqu'on propose en début d'année et on a un certain nombre de collèges, par exemple, chez qui on va tous les ans depuis plusieurs années. Et ils font des actions sur toutes les quatrièmes, par exemple, ce qui est très bien, puisqu'il y a une continuité. Voilà. Alors moi, je me demande comment réagir en cas de cyberharcèlement. Comment réagir, comment se défendre, comment faire en sorte que la personne ou les personnes nous laissent tranquilles. Alors, ce qu'il faut commencer par dire, c'est que tout ça, c'est puni par la loi. Donc, il y a des textes de loi pour chacune des formes de cyberviolence et donc il faut le dire pour que les gens sachent que non, c'est pas une petite plaisanterie, c'était pas une boutade, etc. C'est pas il a pété les plombs, il a fait ça, c'est dommage. Non, c'est puni par la loi. Donc ce qu'il faut faire, c'est essayer de recueillir. Alors c'est vrai que quand on est victime, souvent on a tendance à vouloir effacer parce que ça nous dérange, on n'a plus envie de voir ça et tout. Non, au contraire, il faut garder les preuves, soit enregistrer ou faire des photos d'écran, etc., pour après porter plainte. Hein. C'est ça qu'il faut faire. Donc si on n'ose pas porter plainte seul, on peut venir à l'UFM pour être accompagné, par exemple, pour voir tout le cheminement. Parce que porter plainte, c'est une chose. Hein. Ça veut dire qu'on va interpeller l'auteur, qu'on va peut-être le condamner aussi. Il y a des femmes qui, des fois, n'osent pas non plus parce que, c'est trop compliqué, etc. Mais ce n'est qu'une partie du cheminement. Il faut savoir comment se prémunir par rapport à ça aussi, par exemple. Justement, une question toute bête, mais en tant que femme, on peut avoir tendance, ou en tant qu'humain, à minimiser ce qui nous arrive et ne pas se sentir victime, en fait, et du coup minimiser ce que l'agresseur peut nous avoir fait. À partir de quel moment, c'est peut-être une question bête, mais à partir de quel moment on peut porter plainte? J'ai envie de dire que dès que vous sentez que vous n'êtes pas bien, c'est-à-dire que ça vous dérange et que ça vous fait du mal, c'est qu'il y a un problème. Si vous êtes dans une relation épanouie, vous n'allez pas ressentir de la peur, de la honte, de l'appréhension, etc. vis-à-vis de la personne avec qui vous êtes. Hein. En principe, quand on est dans une relation où on est bien, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas de temps en temps se fâcher, etc. Mais se fâcher, c'est pas la même chose qu'un rapport de domination
On est vraiment dans un rapport différent. On est dans un rapport où une personne veut dominer l'autre, veut posséder l'autre. Tandis que quand on se fâche dans un couple, on est à égalité, hein, nous qu'à fâcher tous les deux peuvent dire des bêtises, etc., regretter après, se réconcilier ou pas, mais c'est un rapport égalitaire. Une discussion, donc voilà, donc dès qu'on sent qu'on n'est pas bien, c'est-à-dire qu'on nous a forcé à faire quelque chose, ou on a peur, ou on se sent anxieuse, Opprimée aussi. ou opprimée, bien sûr, c'est qu'il y a un problème. Donc s'il y a un problème, si on veut faire le point, et qu'on ne sait pas s'il faut porter plainte ou pas, on peut venir nous voir aussi. Hein. Nous, on est là pour ça, pour aider les femmes à réfléchir par elles-mêmes, parce que comme c'est une personne un peu extérieure, pour lui poser des questions, lui demander ce qu'elle ressent, depuis combien de temps ça dure, comment elle voit les choses et tout. On n'est pas là pour donner des ordres, de dire tu dois faire ci depuis le temps, pourquoi tu ne laisses pas ce gars-là, etc. Non. C'est elle qui va faire son cheminement et se dire, là, je ne me sens pas bien dans cette relation. Donc, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui est important pour nous? C'est nous-mêmes, hein? C'est nous qui sommes importantes avant tout. Il faut voir qu'il y a aussi sur les réseaux sociaux quelque chose qui peut porter à confusion les femmes sages, c'est la cyberprostitution. Oui. Le fait qu'il y ait la cyberprostitution, il y a des femmes qui profitent des réseaux sociaux pour pouvoir tout le temps se mettre sexy, et après mettre leur code mime ou autre. Comme ça, les hommes qui sont intéressés, ils savent qu'en se connectant avec un échange de monnaie, ils auront certaines choses en plus. Il y a des hommes, malheureusement, lorsqu'ils voient tout le temps ça, ils peuvent penser que toutes les femmes sont pareilles. Ça, c'est pas bon aussi. C'est pas tous les hommes qui pensent avec bienveillance ou autre. Il y en a qui peuvent se dire, mais oui, on l'entend encore. Oui, tout à fait. Je trouve que quand même, il y a un minimum de réflexion à avoir, parce que généralement, les filles qui ont un mime ou qui font ce genre de choses, elles l'affichent clairement, elles le disent. À partir du moment où la fille te dit pas, ou vas-y, t'as un doute, tu tentes, elle te dit non, A plus B, tu fais le calcul, tu comprends que c'est non. Je pense qu'il y a des hommes qui ont le temps de réfléchir. Comme je lui disais à Rita, je peux compter le nombre de jours, le nombre de fois où dans une journée, je reçois des pénis, sans que je demande quoi que ce soit. Sur Snap surtout, les hommes, ils envoient même pas un coucou, ils envoient ça comme ça. Ou ils envoient une vidéo où ils se masturbent. Mais c'est une violence. C'est une violence quand tu reçois ça toute la journée, ce que tu n'as pas souhaité, c'est pas normal. Donc ça peut être effectivement de la part de personnes qui sont à l'autre bout du monde et qui te balancent ces choses-là. C'est une violence de recevoir ça, Comme si que lorsque tu envoies ça, et donc ça aussi c'est ça donne envie. Bien sûr, oui. C'est répréhensible parce que c'est contre ton gré que tu reçois des choses. Tu n'as pas souhaité recevoir ça. Donc oui, tu as la possibilité de signaler ça et de porter plainte également. Hein. Mais Alors bien sûr, des fois, si c'est des gens qui sont de l'autre côté de la planète, c'est pas forcément évident. Mais qu'est-ce qu'ils ressentent quand ils envoient ça? Est-ce qu'ils se disent ça va lui plaire? Allez, j'envoie, ça va lui plaire. Non, mais s'ils le font, c'est que souvent ils le font avec d'autres femmes et puis elles sont ouvertes. Ça n'a jamais fonctionné. Pas forcément. Je crois que peut-être ça peut être des personnes qui veulent prouver leur puissance, qui veulent prouver que c'est eux qui décident de ce qu'ils font, en fin de compte, de comment ils font et de ce qu'ils font. Mais ça ne veut pas dire que forcément il y a des femmes qui sont consentantes par rapport à ce qu'ils font. Hein. Voilà, quand tu es dans la rue et puis que tu es interpellé par des gars qui te décrivent en long, en large, en travers ce qu'ils vont faire avec toi, personne ne leur a demandé de faire ça. Il n'y a aucune femme, à mon avis, qui soit consentante dans la rue d'entendre ça, quoi. Donc, voilà. Mais même pour les comptes mimes, pour ce qu'on appelle justement la cyberprostitution, enfin, nous faisons partie d'un courant féministe qui dit que pour nous, la prostitution, c'est une violence. Parce que, il y a beaucoup de femmes qui ne souhaitent pas ça. D'une part, qui le font de façon forcée, et même celles qui ont l'air de défendre ça, etc., il y en a beaucoup qui le font pour des raisons financières, parce que pour elles, c'est une façon de financer leurs études, ou de financer tout simplement leur vie. Et donc, même celles qui disent, oui,
Mais c'est pas un métier comme un autre, hein, prostituée. Je connais aucune famille où tu vas dire, tu vas avoir ton enfant et puis tu dis qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grande. Et puis si elle te dit prostituée, tu seras contente. En fait, que Donc, la nouvelle génération, elles ne disent pas qu'elles vont être prostituées, elles vont employer les nouveaux termes. On est d'accord, mais je veux dire que c'est... Mais ce n'est pas... Oui, mais c'est pas parce que c'est habillé de nouveaux mots que ce n'est pas la même chose. Et que, en fait, ça revient au même. C'est camouflé. Tout à fait. Donc, vendre son corps, ce n'est pas innocent non plus. Il y a des conséquences, même si les personnes qui le font ne se rendent pas compte de ça tout de suite, mais il y a des conséquences. Il y a des conséquences physiques, il y a des conséquences psychologiques, il y a des conséquences sur ta vie future d'adulte. Hein, même si on parle de droit à l'oubli sur Internet et tout, ben, il suffit qu'une personne ait fait la photo de sa... voilà, de Snapchat. Il suffit que la personne ait fait la photo et puis elle te ressort ça 3 ans après, ben, tu es bien embêté parce que le droit à l'oubli, il n'existe pas, quoi. Je reviens sur la question de Charlène que j'ai trouvée qui était très intéressante quand elle vous a demandé est-ce que vous faites des campagnes dans les écoles. Effectivement, puisque Charlène, elle est très sur ça, sur l'éducation, j'avouerais que ce genre de conversation et apprendre avec les enfants aussi, parce que bien sûr, il n'y a pas d'âge pour se faire harceler et il n'y a pas d'âge pour devenir harceleur. C'est très important et c'est important aussi parce que il y a des enfants qui sont, je dis, co-victimes de violences, notamment de violences conjugales. On a des enfants qui vivent dans leur foyer des violences conjugales, donc ils sont témoins, mais on dit aujourd'hui qu'ils et elles sont co-victimes. Ça veut dire qu'il y a des conséquences sur ces enfants-là aussi. Et parmi les violences conjugales, il peut y avoir effectivement l'obligation de regarder, pour la femme, de regarder du porno, etc., alors que ça ne lui plaît pas, ou bien d'avoir des relations sexuelles qui ne lui plaisent pas forcément, qui sont forcées. Et l'enfant est témoin de tout ça, et ça agit sur sa vie d'adulte futur. Ça fait des enfants hypersexualisés, par exemple. Ça fait des enfants qui veulent avoir des relations sexuelles ou qui miment des relations sexuelles alors qu'ils n'ont pas 10 ans. Et donc, ça fait des problèmes pour notre société. Donc, c'est vrai que la prévention, et nous, on appelle à une prévention de plus en plus importante, de plus en plus large, vers les jeunes notamment. Mais ça, pour faire ça, il faut que des adultes même soient conscients des choses et se forment pour pouvoir faire de cette prévention auprès des jeunes. Je trouve que c'est très compliqué parce que mon fils, il est en 4e. Nos enfants ont le même âge. Et c'est compliqué parce que les jeunes filles, elles sont plus entreprenantes que les garçons. Elles font des menaces ou bien elles ont envie de... Elles disent, tu n'envoies pas ton truc pour moi, des choses comme ça. Ou bien elles envoient des... J'ai jamais vu ça sur le portable de mon fils, mais d'autres enfants de son âge, où les jeunes filles envoient leurs photos en soutien, alors que... Même pas soutien, brassière. Oui, non, elles ont des grosses... Il y en a plein, je les vois quand je dépose mon fils à l'école. Ou bien il y a une jeune fille qui tape les fesses de mon fils. Et mon fils me dit, oui, elle passe son temps à taper mes fesses. J'ai dit, surtout, tu ne touches pas à ses fesses. Je lui dis, surtout, ne touche pas à ses fesses. Ou bien des jeunes filles qui l'embêtent, qui le taquinent. Et il a envie de répondre. Je lui dis, Noan. Il me dit, oui, mais je ne comprends pas. Elle se permet de me frapper avec son téléphone et moi, je ne dois rien dire. Et tous les profs, ils prennent pour les filles et nous, les garçons, on est lésés. Il me le dit. Non, mais la souvent. situation, c'est vrai qu'elle est de plus en plus complexe. Il ne faut pas se le cacher. D'un côté, on a des modèles pour ces filles-là qu'elles voient et qu'elles suivent, qu'elles considèrent comme des modèles d'émancipation. Parce qu'il y a eu tellement de temps où on a dit aux filles qu'elles devaient se tenir comme ça, elles ne devaient pas faire ceci, elles ne devaient pas faire cela. Donc on a une explosion finalement de maintenant j'ai le droit de tout faire, je peux m'habiller comme je veux, je peux me mettre nue si j'ai envie, etc. Bon, donc on peut comprendre, j'ai envie de dire, cette volonté de liberté, mais ça amène à des excès. Bon, moi je dis toujours, quand on a des personnes opprimées,
les personnes opprimées ne se libèrent pas par des solutions de gentillesse. Je dis ça pour plaisanter, mais c'est vrai. Bon, est-ce que nos ancêtres esclaves, quand ils se sont libérés, est-ce qu'ils sont allés voir les maîtres et puis ils ont dit, bon, écoutez, il va falloir qu'on se libère, parce que ça suffit comme ça. Non, il y a eu des excès aussi. Il y a eu des gens qui sont morts. Et donc, de la même façon, cette liberté que les femmes veulent aujourd'hui, elle donne lieu quelquefois à des excès. Et c'est vrai que c'est pas évident, c'est pas facile à gérer, mais nous croyons en tout cas que c'est dans le respect mutuel, dans la compréhension, dans l'explication qu'on peut arriver à des choses. Mais en même temps, tu as tout ce qui est balancé par les réseaux sociaux, tous les exemples, les contre-exemples qui sont donnés et tout ça. Aujourd'hui, en Martinique, on le dit sur plein de niveaux, c'est un mélange de plein de cultures. On a l'Europe, on a l'Amérique juste à côté, on a les îles anglophones pas loin, on a aussi notre propre histoire socio-culturelle. Est-ce que, parce qu'il y a différentes unions des femmes, je pense que vous échangez un peu entre vous, est-ce qu'en Martinique, par rapport aux conditions sociales et culturelles, c'est plus compliqué qu'ailleurs? Est-ce que c'est plus compliqué? Chaque pays a son histoire, et chaque pays, j'ai envie de dire, chaque groupe féministe ou autre doit, en fin de compte, prendre en compte son contexte pour pouvoir voir comment répondre et quelles sont les actions, quelles sont les revendications, comment est-ce qu'on colle finalement aux préoccupations des personnes au fur et à mesure. Donc notre situation, c'est vrai, elle est complexe parce que, comme tu dis, elle est à la croisée de beaucoup de choses et de plus en plus. Donc comme nous sommes un petit pays, nous avons notre propre histoire, nous avons les influences, et puis nous avons les influences anciennes, et puis on a les influences modernes, et on a beaucoup de ce qui nous est présenté comme des exemples, mais dont on se demande est-ce que c'est vraiment de bons exemples, etc. Donc on a à réfléchir à tout ça, à contrer aussi des fois. On parlait d'éducation tout à l'heure, mais voilà, on n'est pas que les parents à éduquer nos enfants. Nos enfants, ils regardent la télé, ils vont à l'école, etc. Ils regardent des clips et tout ça, ça les éduque. Donc c'est vrai que c'est un problème, mais bon, dans d'autres pays, il y a d'autres contextes aussi auxquels il faut répondre. C'est vrai. Et quand vous avez les chiffres de la France hexagonale et les chiffres de Martinique, que ce soit cyberharcèlement, que ce soit violence faite aux femmes, est-ce que vous ne vous dites pas qu'il faudrait qu'on ait des textes spécifiques à notre territoire ? Alors oui, les statistiques ici sont entre 2 et 8 fois plus importantes qu'en France. Quand on a les enquêtes par rapport au type de violence. Et c'est vrai que nous, on milite pour dire que si c'est 8 fois plus, il faut qu'on ait 8 fois plus de moyens. Déjà qu'en France, les féministes disent que les moyens ne sont pas suffisants, notamment pour faire de la prévention, pour accueillir les femmes, etc. Chez nous, il en faudrait encore plus proportionnellement, parce que si on veut vraiment faire changer les mentalités, il faut bien sûr accueillir des victimes, les aider à s'en sortir, mais il faut surtout faire de la prévention. Parce que c'est la prévention qui va nous permettre de changer les mentalités, de faire qu'on ne reproduise pas tout le temps les mêmes choses, quoi. Donc oui, il faut des moyens et nous on se bat pour ça, et notamment nous qui avons par exemple un espace d'écoute et un pôle formation, si on est à courir après l'argent, parce qu'on a quand même l'UFM, il y a une 12aine de salariés, faut le savoir, il y a des militantes et puis il y a quand même des salariés, puisque nous avons fait le choix dès le départ d'avoir des professionnels sur ces aspects-là, il faut les payer. Donc si chaque année on est entre guillemets à la mendicité à chercher des crédits, c'est fatigant et c'est usant et ça fait qu'on ne fait pas d'autre chose non plus. Donc commencer par donner suffisamment de moyens aux associations qui se battent pour les droits des femmes, aussi pour former d'autres personnes, parce que c'est pas nous seuls qui allons pouvoir le faire. Par exemple, nous on fait de la prévention, c'est vrai, mais on fait de plus en plus de formation. Par exemple, les professionnels de santé, les éducateurs, éducatrices, des personnes qui font l'accueil dans les administrations et tout. Il faut, au-delà de la simple sensibilisation, il faut que les personnes soient formées pour qu'elles-mêmes puissent agir.
Parce que c'est une chose de dire, bon, je suis sensible à la chose, j'essaie de me prémunir de ça autour de moi. C'est une autre chose que de se dire, en tant que professionnel, ben, comment je fais pour aider les autres, pour orienter, pour savoir comment répondre, etc. Donc c'est pour ça que nous, on essaie de faire beaucoup de formations. Et comment on pourrait vous aider? Si Gossip Choco vous aider dans des préventions, dans des campagnes, comment on pourrait vous aider? Eh ben, écoutez, déjà, merci de m'avoir accueillis cet après-midi. Ça nous permet de parler de ça. On a des outils aussi, des ressources. J'ai parlé de l'expo. Cette expo, elle est disponible. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées, des responsables d'associations, des gens qui ont des lieux ou passants, ou du public, ou même, j'ai envie de dire, je sais pas, moi, tu as un salon de coiffure qui est assez grand, tu as envie de faire passer l'info, on a des affiches, on peut, ou bien des professionnels de santé et tout. Vous prenez contact avec nous. Notre numéro de téléphone, c'est le 05 96 71 26 26. Et vous nous appelez, vous nous dites, j'ai envie de faire passer l'expo dans mon établissement scolaire, dans mon association, dans ma bibliothèque, ou bien je voudrais bien des affiches pour pouvoir les mettre, pour faire connaître l'espace d'écoute, pour que des victimes potentielles sachent où s'adresser si elles ont un problème. Est-ce que les affiches sont gratuites ou payantes? Elles sont tout à fait gratuites, on en donne autant qu'on veut. Là, par exemple, on a un accord, un partenariat avec la SMHLM qui va bientôt nous prendre des affiches pour mettre dans toutes les résidences, et on trouve ça super. Et on aimerait bien que tous les bailleurs sociaux le fassent, par exemple, ou bien d'autres. Si vous m'en donnez, je colle partout. Il n'y a pas de problème. J'en ai pas amené là, mais on peut en donner sans souci. Justement, on profite de la campagne pour faire une campagne d'affichage aussi. Partout où c'est possible. J'ai parlé tout à l'heure des coiffeuses. On a des petites cartes aussi de visite et qu'on donne. Il y a des lieux chez les esthéticiennes, par exemple, les dentistes, les pharmacies, les restaurants qui acceptent de mettre. Et bon, c'est discret. Je veux dire, l'affiche, c'est pour voir, mais voilà, il y a la carte de visite. J'ai un souci, je prends la carte discrètement et c'est plus facile comme ça aussi. D'accord. Pouvez-vous donner aux téléspectateurs tous les contacts, comment vous suivez sur les réseaux sociaux, tout? Alors, nous sommes sur Facebook et sur Instagram, voilà. Nous avons aussi un site internet, donc on peut aussi nous envoyer des messages par le biais du site internet, par mail. Donc l'adresse, si c'est pour... Parce qu'on a besoin aussi de militantes avec nous, c'est pas seulement les femmes victimes de violence. S'il y a des femmes ou des hommes, puisqu'on a des hommes sympathisants, qui sont intéressés par les actions que nous menons, qui ont envie de participer, c'est possible aussi de prendre contact avec nous. Donc il y a une adresse mail qui est contact@uniondesfemmes-mq.fr. Et puis on peut aussi nous appeler au 05 96 71 26 26. Mais merci beaucoup, Rita, ce fut un plaisir. Merci à toi. Je vais te contacter, moi je veux des affiches parce que je trouve que c'est bien, c'est un bon geste et ça peut toucher quelqu'un et aider une victime à sortir de son problème. Oui, alors en ce moment les expos, elles sont visibles à la mairie de Fort-de-France, à la mairie du Diamant, à l'Espace Sud, et donc elles tournent. Pour les gens qui veulent, elles sont gratuites aussi. On les prête gratuitement, mais il faut nous les rendre en bon état. Chers spectateurs, rendez-vous la semaine prochaine avec Mickaël Gouassit, créateur de contenu, et David Desmontil, organisateur d'événements. Shut up.